Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. C'est véritablement une interview explosive, une interview que je qualifierais d'exclusive également, que nous allons mener aujourd'hui en duplex avec le professeur Jean-Bernard Fourtillant, qui est mon invité, l'invité de François, comme vous voyez derrière moi. Vous vous souvenez de son arrestation forcée, musclée, d'il y a 15 jours, qui a fortement marqué véritablement l'opinion publique. Le professeur Fourtillant a vécu vraiment des conditions de détention, et vous le verrez tout au long de cette émission, extrêmement difficiles, parfois même, il faut employer le terme, inhumaines. Le juge des libertés l'a finalement remis en liberté, estimant qu'il n'y avait pas, en tout cas peu, de charges suffisantes contre lui. Professeur, bonjour. Bonjour. Je tiens à vous dire que je fais cette interview sans aucune connivence, mais avec la bienveillance d'usage qui me caractérise, en tout cas à votre égard. Au-delà des faits que vous allez tout au long de cette émission nous relater, je vous poserai, et c'est mon devoir journalistique, et c'est aussi l'objet, je dirais, de cette émission, le devoir de vérité, quelques questions qui fâchent, tout en imposant, bien sûr, aucun point de vue et en laissant à l'auditoire sa liberté véritablement de jugement. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, c'est ce qui nous manque aujourd'hui terriblement dans notre société, qui, avouons-le, devient en tout cas de plus en plus liberticide. Il faut dire que vous, professeur, vous tapez fort, vous tapez très fort, car vous avez déposé une plainte contre l'Institut Pasteur pour avoir créé ce fameux virus. Vous avez également participé, on s'en souvient, au film Hold Up, et vous êtes considéré, je dirais comme une grande partie maintenant des Français, comme conspirationniste. Là aussi, on y reviendra, et on verra s'il y a un lien justement de cause à effet entre votre arrestation et justement les propos que vous tenez. Mais tout d'abord, professeur, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de parler donc et de vous exprimer sur François? Pourquoi François? Ben, écoutez, j'avais décidé de ne parler qu'à fond ce soir, sur l'exclusivité. Les conditions de l'interview me conviennent parfaitement et je n'en ferai pas d'autres, parce que voilà, j'apprécie uniquement la vérité. Je pense que c'est le seul média qui ait le courage de dire la vérité. Voilà. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez commencer cette émission par nous dire exactement les faits qui vous ont été reprochés? Alors, premièrement, pour commencer, je ne peux pas rappeler, mais dans la plainte que j'ai portée contre l'Institut Pasteur, c'était le 4 décembre. C'était le jour d'ailleurs où on m'attendait avec un piège, donc à Paris. Je ne suis pas allé le 4 décembre, heureusement pour moi, je ne me suis pas rendu à Paris, à la convocation, et le 7 décembre, le lundi 7 décembre suivant, j'ai eu un mandat d'amener. Les gendarmes sont venus me chercher, donc, dans ma planque, parce que je m'étais caché pour faire la vidéo du 20 août. J'étais caché depuis 4 mois, je n'en ai parlé à personne. Personne ne savait où j'étais, même pas mes enfants, ma famille, mon avocat ne savait rien. Je ne lui ai jamais rien dit. Donc, ils vous ont localisé et les gendarmes sont venus vous chercher. Ils sont venus me chercher et effectivement, il fallait me transférer. Et pour me transférer à Paris, comme c'était le 11, elle m'attendait le vendredi 11 décembre, eh bien, on m'a amené à la gendarmerie de Saint-Martin de la Garde, près d'Alès. Voilà. C'était des gendarmes qui connaissaient parfaitement, ils étaient à profession de gendarmes, ils connaissaient parfaitement la situation, d'ailleurs. Ils savaient que le Covid-19 était fabriqué par l'Institut Pasteur. Et effectivement, je suis allé à la gendarmerie, et comme j'étais à plus de 200 km de Paris, je suis passé devant le juge des libertés, à Alès, et le juge des libertés a la possibilité selon mes dires, de me refuser le transfert à Paris ou de l'accepter. Et quand je suis arrivé devant le juge des libertés, j'avais comme témoin d'ailleurs derrière moi les gendarmes qui étaient au courant de la situation, je suis tombé devant un juge des libertés qui m'a dit tout de suite, j'avais sorti le masque, mettez le masque, etc., jusqu'aux yeux. Je lui ai dit, je peux pas parler avec le masque. Bon, je comprenais pas ce qu'elle me disait, je l'ai mis. Et puis, je lui ai demandé, madame, voilà, est-ce que vous pouvez accepter ou refuser le transfert? Si moi je demande, je refuse le transfert, elle m'a dit, que vous refusiez ou non, vous irez à Paris, on vous mettra en prison puisque vous êtes rebelle. Et comme c'est le 11 que vous devez être à Paris, le 10 de la prison, on vous transférera. Donc, j'étais pas écroué, j'étais en transfert.
mais comme ils savaient que j'étais rebelle, ils m'ont mis en prison. Alors, ils vous ont mis en prison dans quelles conditions exactement? Vous étiez, je crois, trois dans une cellule, c'est ça? Alors, c'est la prison la plus pourrie de France. Il y a 3 fois trop de détenus. Et j'étais aux arrivants. Normalement, en arrivant, on était en cellule seule. Alors, je suis arrivé donc là-bas, on m'a mis en pyjama, en tenue. Je suis arrivé donc comme un prisonnier. Tout le monde croyait que j'étais écroué. Donc, j'étais pas accusé, j'étais en transfert. Et je suis arrivé dans une cellule où il y avait plus de 5 mètres carrés. Il y avait un lit et il y avait déjà quelqu'un. Alors, bon, il avait 20 ans, donc il m'a laissé le matelas. Il a couché par terre, lui, sur un autre truc. Et puis, à minuit et demi la nuit, il y a un autre truc qui est arrivé. On était 3 sur 5 mètres carrés. Donc 3 avec un seul lit, c'est ce que vous confirmez? Il fumait du hashish sans arrêt. Hein, c'est des petits marchands de hashish. Il faut voir les conditions. Hein. Donc, tout était cassé. Donc, ça a duré 24 heures. Le lendemain. Donc c'était une nuit de cauchemar, j'imagine, pour vous. Et ça aurait pu mal tourner également, hein, vous dites. Alors, comme ils étaient en manque, ils fumaient du hash, ils avaient de la résine de cannabis, donc les gendarmes leur donnaient du tabac pour se fabriquer des. Ils n'arrêtaient pas de fumer du hash. Comme ils avaient été en manque, ils dormaient mal la nuit, donc la télévision était branchée sans arrêt. Donc, et puis j'ai passé une nuit comme ça, ils fumaient, alors évidemment ça sentait le hache, moi je fume pas, je fume même pas, mais puis ils ont le cerveau démoli ces gens-là. Et donc voilà. Et à ce moment-là, professeur, je tiens à poser une question quand même. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous êtes dit alors quoi? après, normalement quand on rentre en prison, on doit avoir un médecin. Alors le médecin, j'ai vu le médecin de la prison. Alors je leur ai dit, madame, je suis en transfert, mais si vous allez voir sur le site la plainte du professeur de Mandin Fauquillon contre l'Institut Pasteur, vous allez voir que je suis interné parce que c'est moi donc qui ai dénoncé la fabrication du Covid-19 par l'Institut Pasteur. Et ça, alors là, on a toutes les preuves, hein, vous le savez. Donc effectivement, ils ont commencé à dire, il est fou. Bon. Et puis le lendemain, j'ai vu le médecin psychiatre. Alors le médecin psychiatre, je lui ai dit, madame, vous avez vu la plainte contre l'Institut Pasteur? Non, elle ne l'a pas vue. Mais je lui ai dit, mais elle m'a trouvé exalté. Alors je lui ai dit, écoutez, je suis exalté, mais quand vous connaîtrez la vérité, ben, vous avez écouté Jean-Marie Bigard quand il parle contre Macron, vous allez voir, il est plus exalté que moi. Mais s'il savait, Jean-Marie Bigard, que l'Institut Pasteur a fabriqué le Covid-19, tout exploserait. Hein. Alors, parce qu'elle me trouvait exalté. Je n'étais pas tellement exalté. Évidemment, quand on sait ça, tous les gens, quand ils vont atterrir avec leur masque partout, et quand ils vont savoir l'horreur absolue, hein, qu'on fabrique un virus artificiel afin de leur donner le vaccin et puis de le flinguer à 7,5 milliards de personnes, c'est quelque chose d'horrible. Non mais professeur, pardonnez-moi, mais moi je suis journaliste. Hein. Pour l'instant, c'est pas avéré, ce ne sont que des suppositions. Alors vous l'affirmez comme si vous connaissiez vous-même la réalité. C'est de votre droit et je le respecte. Cela dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui encore en France qui en doutent, si vous voulez. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui apporter toutes les preuves. Mais je voudrais revenir quand même sur cette analyse du psy. Est-ce que lui vous a prescrit des médicaments à prendre, à avaler, et pour vous reconditionner en quelque sorte? Non, là j'étais en prison et ça m'a sauvé la vie parce que les hôpitaux, j'ai commencé à parler donc ensuite je lui ai dit parce que je le savais, bon, que Trump allait être élu, mais ça c'était une discussion entre. Alors là, il a dit, il est complètement fou, et je vous arrête tout de suite. Là, c'est impossible. Biden est le président. Et alors là, c'était l'urgence psychiatrique. Et le lendemain, je suis parti à l'hôpital psychiatrique avec les bras et les pieds attachés sur une civière psychiatrique. Vous savez, une civière spécialisée. C'était la camisole physique. Et puis je suis parti de Nîmes à la clinique d'Uzès. En 30 minutes, j'avais 2 infirmiers psychiatriques que j'ai convaincus, qui ont compris, qui m'ont parlé après de leurs enfants, qui avaient eu les vaccins contre l'aluminium et tout. Et quand je suis arrivé là-bas, les psychiatres ont commencé à comprendre, et puis après, je leur ai expliqué que j'avais découvert, avec le patch, j'avais découvert les mécanismes biologiques et des maladies psychiques, et que je connaissais les causes, et ça s'est terminé comme ça. Après, voilà, il me dit, on ne peut pas vous garder si on n'a pas de médicaments, il faut faire un traitement. Alors je lui ai dit, écoutez, voilà, vous allez dire que j'ai une exaltation de l'humeur. Après, elle a choisi un médicament, j'ai choisi un médicament, j'ai dit, je veux
l'olanzapine, je veux petite dose parce que c'est le moins pire. Et puis voilà, et ensuite on m'a traité, mais ils avaient compris que j'étais tout à fait normal et j'ai passé une semaine là. Alors, professeur, est-ce que le comité de soutien qui a été extrêmement puissant et qui s'est mis en place autour de vous a joué véritablement dans ce positionnement, je dirais, des médecins et de tout le corps médical sur place? Non, les psychiatres ont tenu leur rôle, ils ont parfaitement compris que j'étais tout à fait normal et j'avais une santé normale, puisque après, je suis passé devant le juge des libertés. J'avais l'accord des psychiatres, j'avais des médecins. J'ai eu une avocate au comité d'office absolument fantastique, qui était très très bien, qui avait tout compris. Parce que vous me dites, c'est pas avéré, mais vous savez que QAnon et tout le monde a dit que j'avais toutes les preuves. J'ai été relayé le 4 septembre au soir. QAnon avait dit, il a toutes les preuves, et tous les chefs d'État le savent. Encore quand même quelques questions concernant votre avocat, parce que vous aviez un avocat à la base, un avocat qui n'était pas en phase véritablement avec vous, et c'est la raison pour laquelle on vous a proposé donc un avocat commis d'office, c'est bien cela? Alors, quand on m'a demandé si j'avais un avocat, j'en avais un, mais ça fait 6 mois qu'il n'a rien compris. Alors, donc, je lui cache tout. Je lui dis que j'y vais pas. Donc, lui, il s'est rendu aux convocations. Voilà, il pense que je suis complotiste, que je relève de la psychiatrie, parce que je dis que le Covid-19 est fabriqué par l'Institut Pasteur. C'est vrai que. Et donc. Alors, il y a eu, excusez-moi professeur, mais il y a eu quand même des divisions, donc avec l'avocat on l'a vu, il y a eu également, il faut le signaler, quand même des divisions internes à la famille. La famille s'est sentie donc sous tension, bien entendu. Des failles sont apparues donc dans votre milieu familial, hein. Alors vous faisiez vraiment figure, d'après vos proches, de familles extrêmement unies, et tout d'un coup, eh bien, tout a volé un peu en éclats, c'est bien cela? Là, c'est un problème personnel. Mes enfants sont trompés, bien sûr, j'étais déçu, mais je préfère pas en parler. D'accord. Alors revenons peut-être sur les chefs d'inculpation, donc vous en parliez tout à l'heure, qui pèsent sur vous, et notamment l'exercice illégal de la profession à la fois de pharmacien et surtout de la profession de médecin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de cela, des deux premiers chefs d'inculpation?